3, 2, 1. Here we go! Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet espace du Grand Palais à Lille pour cette édition Cyclo 2022 sur laquelle vous nous retrouvez, vous nous rejoignez en présence parmi nous sur cet espace dédié aux conférences ou à distance en streaming ou en réécoute, en replay pour certaines et certains d'entre vous qui nous retrouvez à cette occasion. En tout cas, avant de vous présenter la suite du programme et notre première conférence qui sera consacrée à l'eau en tant que bien précieux, évidemment, sujet qui nous intéresse universellement pour introduire et planter le décor de nos échanges. Je suis Jean-Charles Catteau, j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de ces 2 journées de l'édition Cyclo Lille 2022. Mais avant toute chose, je voudrais passer la parole pour vous accueillir officiellement au président de Cyclo, Jean-Claude Lasserre. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup. Nous sommes très heureux de revenir à Lille, puisque la première édition en 2020 a été faite dans des circonstances que nous connaissons tous, fin septembre, début octobre, où on a eu quand même la chance de le faire, malgré les circonstances. Notre volonté est bien sûr que ce rendez-vous devienne pérenne, c'est-à-dire qu'il revienne tous les 2 ans. On a la chance d'être vraiment soutenu par 2 organismes qui sont la MEL et l'agence Artois-Picardie de l'eau, qui nous aident beaucoup à pouvoir initier ce rendez-vous régional. Donc, comme vous le voyez, on est un salon à taille humaine. L'objectif, c'est vraiment de débattre des problèmes régionaux, d'apporter des solutions et que vous pouvez sur les stands après les conférences et tout ça, pouvoir discuter avec les partenaires, les exposants, les offreurs de solutions. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être présents. Je vous souhaite 2 jours de parfaite connaissance et de résolution de soucis si vous en avez au niveau de l'eau. Et puis écoutez, à très bientôt. Merci Jean-Claude Lasserre pour ces mots d'accueil. Donc sans transition, je vous propose de découvrir dans un instant nos premiers intervenants, nos premiers invités qui débattront avec nous autour de l'eau en tant que bien précieux. Et en termes d'économie d'eau, nous aurons quelques témoignages ou quelques propositions de pistes de solutions. Mais pour commencer, je vous propose d'entendre Ludovic Desnains, chef de service pilotage et contrôle des opérateurs et qualité à la MEL, la métropole européenne de Lille. Il sera accompagné, et je les invite à rejoindre M. Desnains pour intervenir tout de suite après et sans transition, par M. Alban Ferriès, qui est directeur général de H2O à Tourcoing. Je vous propose de vous asseoir, M. Desnains et M. Ferriès. Et puis M. Gabriel Della Monica, qui est président fondateur de Hydrao, qui nous fera une présentation également dans un instant. Messieurs, je vous laisse vous installer, évidemment, sans protocole et comme bon vous semblera. M. Desnains, je vous propose d'introduire cette séquence avec une toute première présentation. Il en faut bien une, les micros sont ouverts, ne vous inquiétez pas, et nous vous écoutons. Alors bienvenue à tout le monde déjà, bienvenue à cette seconde édition, bienvenue sur Lille et bienvenue sur la métropole européenne de Lille. Alors on va tenter au cours de ces présentations, parce que là on les a regroupées, quelques présentations sur la dotation hydrique, sur la maîtrise de l'eau après compteur, et vous verrez après sur différents échanges des exemples qui ont été faits dans le milieu industriel et des exemples qui sont faits notamment sur des externalités au niveau de l'économie d'eau par l'utilisation de sources secondaires. Alors, sur la projection, autant pour moi. Alors, on va passer directement, j'ouvre le bal, hein. Une petite présentation déjà de notre territoire, assez rapide. Je ne vais pas m'attarder, juste pour qu'on ait en tête un peu le maillage. Donc la métropole européenne de Lille, c'est 95 communes,
Vous voyez en bleu et en hachuré les communes sur lesquelles nous sommes en distribution directe, sur lesquelles nous avons des contrats en gestion directe, et nos partenaires du Cian-Siden via la régie Noréade sur les 29 communes restantes. Nous avons un mode de fonctionnement avec une mixité fonctionnelle. J'entends par là la distribution est faite par un contrat de délégation de service public auprès de la société dédiée actuellement de Veolia, qu'est Ileo, et une régie publique de production d'eau que nous pilotons via Sourceo. Vous avez sur le slide à gauche l'ensemble de la carte nationale d'identité de notre territoire, sur lequel je ne m'attarderai pas trop, si ce n'est sur quelques points. 330 000 abonnés, dont la moitié sont en habitat vertical, et ça a vraiment son intérêt, vous le verrez par la suite, en tout cas un focus spécifique sur les économies d'eau sur ce sujet. Et je m'attarderai sur les 3 derniers points, c'est-à-dire un volume injecté, donc pompé injecté de 67 millions de mètres cubes annuels, avec 53 millions qui sont consommés. Donc on voit déjà là directement le pourcentage de perte et donc le rendement du réseau qui reste honorable, 85%, sur lequel nous avons fait quelques gains au cours des dernières années, mais sur lequel nous avons aussi de la progression. Parce que quand on parle d'économie d'eau, il faut les voir sur le réseau, donc avant compteur et aussi après compteur. Donc c'est le sujet un peu de l'intervention. Juste là aussi pour vous dresser un peu le portrait ou les difficultés que l'on a sur le territoire. On s'aperçoit donc en rouge que la majorité de notre production d'eau vient de la nappe de la Craie, une nappe sensible qui est en tension, tant en quantité qu'en qualité. Donc c'est la majorité de notre fourniture, mais c'est aussi une fourniture, et j'insiste, partagée avec les territoires voisins. Autre source partagée qui vient aussi du sol, le carbonifère, partagé en transfrontalier avec la Belgique. Et enfin, nous avons un apport d'eau complémentaire qui vient d'une source naturelle également, mais qui est surfacique. On est sur la Lys, avec notre partenaire du syndicat mixte, le SMAEL, pour de l'achat d'eau. Donc vous voyez, ça représente tout de même plus d'un tiers. Sur nos projections, toujours dans l'idée de vous brosser un peu les caractéristiques de notre territoire et là où nous avons besoin d'insister, ce pourquoi nous sommes venus aux économies d'eau. Vous voyez 2 courbes rouges qui sont les projections les plus favorables et les plus défavorables, en consommation forte et en consommation plus faible ou maîtrisée. Donc c'est un pointillé rouge, et vous voyez sur la courbe des Y, simplement la consommation journalière. Donc vous voyez que nous sommes aux alentours en consommation projetée haute, 200 000 m3 par jour, ce qui est assez élevé, et en distribution basse, 180. Entre les deux, vous voyez les possibilités d'apport et de ressources que je vous ai exposées juste avant, avec les différentes courbes de fluctuation. Donc en bleu clair, vous avez la situation la plus favorable où les nappes sont sollicitées et sont hautes pour fournir de l'eau, et le complément vient de la Lys. Et vous avez là une projection équilibrée en période favorable. Néanmoins, les situations que nous connaissons sur les 4 dernières années, c'est la situation du milieu, c'est-à-dire vous avez une nappe basse et une Lys qui fournit normalement de l'eau. Et vous voyez que vous êtes là, déjà nous ne pouvons pas satisfaire la totalité des besoins en eau du territoire sur les projections à 2050. Et ensuite vous avez d'autres courbes, alors l'une qui est masquée, qui est une situation dégradée avec une nappe haute, mais également un étiage de la Lys, donc une partie basse de la Lys, où là nous avons quelques risques et quelques tensions. Et enfin une situation des plus défavorables, qui nous inquiète tous, qui est une situation sur laquelle vous avez les niveaux bas dans les 2 cas. Donc ça nous a amené à réfléchir sur les solutions. Là aussi, il faut intégrer le fait que nous avons des impacts, personne ne le dirait maintenant, tout le monde le constate, du changement climatique. Alors un petit rappel, dans la région Hauts-de-France, les précipitations moyennes sont aux alentours de 740 mm par an. Ça, ce sont les normales. Pour autant, vous avez également une transpiration et une évaporation. Vous voyez sur le petit schéma en haut à gauche que 72% de l'eau qui tombe, malheureusement, est évapotranspirée. Une partie, 10%, ruisselle sur le sol et regagne le milieu naturel, plutôt en surface. Et seulement 18% dans les normales regagnent le sous-sol pour aller alimenter la nappe.
Le constat qu'on fait depuis 2017, c'est qu'on a une baisse des précipitations au printemps et en septembre et une augmentation de l'évapotranspiration, simplement parce que les hivers sont plus doux. Donc on a une reprise végétale bien plus rapide, les sols sont plus secs. Résultat, vous avez moins d'eau qui alimente et qui recharge la nappe. Se cumule à ça le fait que vous avez une recharge décalée, décembre-janvier au lieu de octobre à novembre, et une fin de recharge qui arrive bien plus tôt. Ce qui fait que là où vous aviez 6 mois de recharge par le passé, nous sommes plutôt aux alentours de 3-4 mois de recharge par an. Donc on s'aperçoit qu'on a un déficit d'apport sur les réserves d'eau en sol. C'est ce que vous voyez donc sur le petit slide en bas à gauche. Vous avez en vert l'évapotranspiration normale et vous voyez en jaune les constats que l'on fait. On est largement au-dessus. La courbe rouge, c'est la normale de précipitation, les 750 mm par an. Et on s'aperçoit là qu'on est inférieur, si ce n'est l'année 2021 qui est un peu plus atypique au cours des 5 dernières années. On constate également au cours de l'année 2022 qu'on est déjà en baisse malheureusement. Alors, que disent les documents cadres ? On s'aperçoit dans les documents qui nous guident, que ce soit les SDAGE, les SAGE, en partenariat avec l'Agence de l'eau, ou les textes, qu'il existe différentes solutions qui sont préconisées pour justement aller vers des économies. Alors notamment, c'est de définir des objectifs cibles, donc de bien connaître son territoire, de bien connaître les habitudes de consommation pour avoir des cibles spécifiques et qu'elles soient progressives. D'utiliser les ressources alternatives, et ça va de pair avec recourir à des ressources complémentaires, donc ça vous le verrez un peu dans les slides qui vont suivre. Maintenir des efforts d'amélioration sur les réseaux publics de distribution, ce sont les quelques points de rendement qu'il faut gagner, c'est les limites de perte sur le réseau de distribution, mais également réfléchir à des solutions type recours à des techniques alternatives pour récupérer les eaux pluviales. Alors, comment se situe ? Je vous disais tout à l'heure qu'on a 63 millions de mètres cubes qui sont pompés et 53 qui sont consommés. Alors, comment se situent justement les écarts, les pertes, là où on peut faire des gains ? On s'aperçoit que les vols d'eau sont très mineurs. Vous voyez, ça représente un faible chiffre. Je l'ai arrondi à 0%. Donc, ce n'est pas là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qu'il faut agir. Par contre, vous avez les eaux de service sur lesquelles, alors si elles ne représentent qu'1% sur notre territoire, c'est qu'on a déjà eu pas mal d'actions au cours des dernières années pour les eaux de service, donc notamment tout ce qui est test sur les bouches incendies, la lutte notamment sur les eaux de lavage, par exemple, sur le réseau. Vous avez également, alors les deux actions, on s'aperçoit qu'ils se dégagent sur lesquelles il faut travailler. Alors, je finirai par la plus importante parce que c'est le sujet, mais les pertes physiques sont les pertes notamment sur le réseau. Donc vous voyez qu'à 17%, on a encore des marges d'amélioration à ce niveau sur le réseau de distribution d'eau potable. Mais donc on est avant compteur. Mais après compteur, on voit que la cible majoritaire, ce sont ces 82% sur lesquels il faut changer les habitudes de consommation, agir plus vite lors de fuites. Et c'est bien le propos de cet atelier. Donc pour trouver des solutions, la MEL a décidé de travailler sur 6 axes. Je m'attarderai que sur un seul axe, c'est-à-dire l'axe 1, les économies d'eau. On s'est aperçu pour nous de la nécessité, justement avec les projections que l'on a sur les pluies, sur les SCOT, mais également les projections climatiques, que nous prenions 5% de population tous les 10 ans, donc une augmentation de la population qui se traduit par une augmentation des usages et des consommations, mais également un impact du changement climatique qui se traduit sur les consommations avec une augmentation de consommation d'à peu près 1,5% par an avec ces réchauffements que l'on connaît. Donc c'est sur cet axe-là que nous devons travailler. Alors, on y travaille notamment par notre futur contrat. Donc, on a un contrat qui arrive à échéance sur la distribution. Nous allons aller en faire une nouvelle concession sur laquelle nous avons des objectifs très ambitieux, novateurs, même avant-gardistes pour certains. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail. Certains seront développés notamment par les collaborateurs qui sont juste à ma droite, avec différentes solutions sur ces partenaires. Néanmoins, je m'attarderai sur la responsabilisation du concessionnaire même. L'idée, c'est d'intéresser le concessionnaire non plus à la vente d'eau, mais à l'inverse aux économies d'eau. Par le passé, vous aviez des contrats de délégation ou de concession sur lesquels plus on vend, plus ça rapporte. Donc il faut raisonner cet usage de l'eau. Alors je ne rentrerai pas dans les rouages techniques et financiers, mais le cahier des charges à venir imposera ces éléments-là. Amélioration également de 3 points des rendements du réseau, donc de l'indice linéaire de perte en ligne.
Et là, nous avons toute une instrumentation qui va être développée pour sectoriser et aller bien plus vite sur la recherche des casses et des fuites. Et enfin, la mobilisation post-compteur, notamment sur des contrats de sobriété hydrique envers les gros consommateurs ou les grands consommateurs, des indicateurs de performance spécifiques pour justement mettre le doigt là si ça fait mal et augmenter les efforts sur cet élément-là. Et enfin, déployer la télérelève de manière générale pour l'ensemble des usagers. Juste sur notre territoire, actuellement, nous avons la télérelève que pour les gros consommateurs, donc les diamètres supérieurs à 40 mm. L'idée, c'est de le déployer pour tout le monde, pour l'ensemble des usagers. Donc on est sur ce volet-là. Sur le volet, quand j'ai mis les usagers, je pense notamment aux usagers particuliers, parce que c'est le plus gros de nos usagers. On est à plus de 90% sur des usagers type lambda. Et donc, l'intérêt, c'est d'avoir une télérelève pour faire prendre conscience aux usagers de leurs habitudes de consommation. On le verra avec Hydrao et H2O. Et surtout, avoir une alerte fuite, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Une réactivité importante, parce qu'actuellement, lorsqu'on a des relèves, on ne voit que 6 mois après, et les actions sont faites seulement après. Donc l'idée, c'est d'avoir des actions dans les 48 heures et d'avoir une action post-compteur très rapide. Déployer aussi des kits d'économie d'eau, non pas les distribuer simplement, les distribuer, les assembler, les suivre. Donc il faut vraiment un réel accompagnement, sinon on s'est aperçu sur différents exercices que l'on a menés que ça ne sert à rien. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement. Et on a des exercices qui le démontrent, notamment sur la métropole de Lyon, avec des systèmes qui fonctionnent. Travailler également sur les ressources alternatives. Donc on le voit un peu sur la photo en bas à gauche qui l'illustre. C'est de récupérer cette eau pour les eaux d'arrosage, les eaux de lavage, voire des eaux aussi à usage sanitaire pour les WC par exemple. Et travailler sur des conseils en économie d'eau, notamment par des défis entre communes. Donc on a tous ces panels-là qui sont en train de se déployer sur le territoire métropolitain. Travailler sur des familles aussi avec des défis familles pour l'émulation entre familles. Et également travailler sur ce qu'on va appeler le club des communes, qui va permettre aux 95 communes du territoire de se montrer en exemple, en exemplarité vis-à-vis des usagers. Alors je vais accélérer un peu la marche. Je vois le compteur qui tourne. Sur les économies d'eau, sur les gros consommateurs, donc on table essentiellement en effet sur la télérelève, mais également sur l'accompagnement. Donc on va aller faire des audits qui seront gratuits pour les usagers gros consommateurs, dans le but d'aller vers une labellisation sur des contrats de sobriété hydrique qui vont permettre justement là aussi d'aller plutôt sur le talon industriel et sur le talon habitat vertical. Je vous disais qu'on a la moitié de nos abonnés qui sont en habitat vertical, donc il faut aller aussi sur l'individualisation au niveau de l'habitat vertical avec des applications spécifiques sur smartphone qui permettent aux usagers de maîtriser leur consommation et de changer leurs habitudes de consommation. Et un petit encart aussi spécifique, quand je parlais d'utiliser des sources tierces d'eau, si on a la chance d'avoir un réseau d'eau industriel sur notre territoire qui utilise des eaux de rabattement de nappe, des eaux d'exor, c'est de le déployer, augmenter son utilisation pour diminuer l'utilisation sur les nappes. Et enfin, sur les économies d'eau sur le réseau public, travailler, on a déjà travaillé sur ce volet-là, mais on veut accroître là aussi ce volet-là. Je disais sur les 17% que l'on a vu de pertes. Donc c'est travailler notamment sur le street pooling. On a déjà fait un gros effort sur ce volet-là, avec la préfecture, avec les services de police, avec les pompiers. On ferme certains hydrants pendant certaines périodes, on les réouvre avec l'accord de la préfecture. On déploie des dispositifs de détection d'ouverture également, et on installe des kits spécifiques de sécurité pour éviter ces usages en cas de fortes pics de chaleur. Sur un autre volet, vous voyez en bas à gauche, on développe aussi l'intelligence de réseau avec une multiplication des sondes. On s'oriente vers 5000 sondes implantées sur le territoire pour justement avoir des grandes oreilles, on va dire, sur le réseau, pour écouter les casses et les fuites et agir bien plus rapidement, parce qu'il s'agit vraiment d'agir dans les 24 heures, moins de 24 heures, parce que quand on a un réseau en pression, c'est vraiment là qu'il faut agir. Et enfin, post-compteur, on est sur la maîtrise des outils. Alors vous voyez que l'âge moyen des compteurs, on a fait un gros effort sur les 10 dernières années, on est sur un âge moyen inférieur à 7 ans sur les compteurs, pour avoir une justesse et une connaissance de nos consommations, mais on s'oriente aussi sur une augmentation de la sectorisation. Actuellement, j'arrondis, mais vous avez 150 secteurs sur la métropole. L'idée, c'est encore d'accroître pour agir plus vite
et sectoriser nos endroits d'implantation. Voilà, j'en ai fini. J'ai essayé de faire sur un rythme TGV pour laisser un peu de place à tout le monde. Ça fait partie de l'exercice et nous vous remercions de bien avoir voulu vous y prêter. Merci beaucoup, Monsieur Desnains, pour donc avoir, comme je le disais en introduction, en quelque sorte planté notre décor, s'il était encore utile de le faire quant au caractère indispensable du fait de déployer des solutions à tous les niveaux. Et puis pas forcément à l'échelle individuelle, mais en poursuivant à l'échelle des collectivités, des métropoles comme la vôtre. Et puis, comme nous le savons également, plus aucune région aujourd'hui en France, et peut-être progressivement encore moins en Europe à l'avenir, n'est à l'abri de ce type de stratégies qui deviennent obligatoires finalement, compte tenu de l'évolution des ressources, y compris avec une réputation d'une pluviométrie plutôt généreuse comme dans le Nord, Pas-de-Calais et Hauts-de-France. Historiquement, eh bien, on sait bien que c'est l'une des régions aussi les plus touchées par les sécheresses ces dernières années. Et cette année ne semble pas bien commencer non plus, malheureusement. Alors merci pour ce rappel, ce bilan en tout cas de la métropole que vous nous avez proposée, une métropole en tension comme d'autres quant à la ressource en eau. Et puis vous nous avez déjà donné à voir quelques axes de progrès en regard de ces enjeux d'avenir. Alors le difficile mais nécessaire équilibre entre besoins et ressources en eau potable est une préoccupation majeure, collective pour tous. La sobriété hydrique étant devenue, comme vous venez de le démontrer, Monsieur Desnains, le socle de politique de gestion de l'eau de demain, qui se doivent dorénavant d'être économes à tous les niveaux, tout en garantissant un accès à l'eau potable pour tous. Et c'est ce que nous allons illustrer avec les deux prochaines présentations, celle de M. Ferriès et de M. Della Monica, qui vont nous permettre de prendre connaissance de quelques pistes de solutions, de quelques leviers, de quelques stratégies, aussi bien au niveau collectif pour les collectivités elles-mêmes ou pour les acteurs collectifs, mais aussi au niveau des consommations individuelles, comme nous le verrons également. Je vous laisse en quelque sorte sur ces deux présentations complémentaires, nous présenter vos actions respectives. Pour commencer avec vous, Monsieur Ferriès, vous êtes donc directeur général de H2O à Tourcoing et vous allez nous parler d'économie d'eau potable à usage sanitaire au sein des entreprises et des collectivités à travers une démarche d'audit et de suivi pour des économies réelles, factuelles. Bonjour à tous. Dans un premier temps, je tiens à remercier l'AMEL ainsi que Cyclo de nous avoir invités à ce débat. H2O, en définitive, H2O est une entreprise qui a été créée donc, il y a 16 ans. Okay, depuis 16 ans, nous travaillons avec les collectivités, travaillons avec le milieu donc, de l'éducation, les administrations. Notre but est très simple, c'est effectivement dans un premier temps de faire comprendre que nous pouvons maîtriser l'utilisation de l'eau et effectivement mettre en place des solutions qui permettent de manière indolore de faire des économies de l'ordre de 20 à 30% donc, sur la consommation existante. Donc pour cela, on travaille en 3 étapes. Donc la première étape, effectivement, est de savoir le pourquoi de cette consommation. Donc tout un chacun a une facture d'eau. Pour nous, cette facture d'eau est la partie visible à l'iceberg. Nous, notre objectif, c'est de chercher effectivement la partie cachée. Pour cela, on se rend sur place. Effectivement, on fait des études sur l'ensemble des points d'eau qui sont la source de la consommation. Et par rapport à l'utilisation des points d'eau, on optimise cette utilisation. Dans un deuxième temps, effectivement, nous faisons une installation de ces solutions sur les points d'eau existants, puisque le développement durable, c'est effectivement d'utiliser les installations existantes et de faire en sorte qu'elles consomment moins. Donc c'est l'objectif de notre démarche. Une fois que cette installation est réalisée, nous faisons un suivi mois par mois pendant 12 mois qui nous permet donc de contrôler les prévisions et le réaliser. Et au terme de ces 12 mois, nous faisons un bilan financier aussi bien en termes d'euros que de volume d'eau économisé. Donc pour cela, effectivement, ces 3 étapes donc, sont résumées dans le slide que vous voyez actuellement. Okay. L'avantage de ce suivi, c'est qu'effectivement, lorsque nous contrôlons mois par mois les index des compteurs de nos clients, on peut les alerter sur des dysfonctionnements, c'est-à-dire des surconsommations et immédiatement,
nous contactons le client afin de savoir quelle est la nature de ce dysfonctionnement, puisque la problématique de la consommation d'eau, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs points de puisage qui sont sources de surconsommation, que ce soit des chasses d'eau bloquées, des robinets temporisés qui sont bloqués, des problèmes d'adoucisseurs, etc., etc. Donc, notre démarche, effectivement, vous allez le voir sur ce slide, c'est que un robinet standard qui est celui-ci, qui est temporisé, nous allons, nous, adapter une solution par rapport à ce robinet. Donc, ce que l'on fait sur les robinets, bien évidemment, on le fait sur tous les points d'eau qui sont utilisés dans les collectivités, que ce soit des douches, que ce soit des chasses d'eau. En fonction donc, du débit que nous avons mesuré lors de l'étude, on met en place les débits, je dirais, raisonnés et raisonnables pour que les gens puissent faire des économies. Or, l'avantage de nos solutions, c'est que, compte tenu qu'elles sont mises en place sur les robinets temporisés, l'économie est de toute façon mécanique, puisque nous ne modifions jamais la durée d'utilisation donc, des points d'eau existants. Donc quand vous avez un robinet qui coule à 6 litres et que pour se laver les mains, par exemple dans une école maternelle ou primaire, on passe ce débit à 1,5 litre, quand l'enfant va appuyer sur le robinet, sachant que la durée d'utilisation n'est pas modifiée, il va faire des économies à l'insu de son plein gré et avec un dispositif qui est en jet de pluie et qui permet effectivement, quand les robinets, il n'y a qu'une alimentation en eau froide, donc d'avoir moins de sensation de froid par rapport à ça. Et de surcroît, l'avantage de cette solution, c'est que l'ensemble de nos dispositifs sont munis de téflon, un peu comme les pommeaux de douche, ce qui permet, dans des régions où il y a du calcaire, de pouvoir entretenir, je dirais, ce point d'eau. Car le problème numéro 1 des robinets temporisés ici dans les Hauts-de-France, c'est que souvent, à cause du calcaire, le calcaire se dépose sur le briget et il y a la moitié de l'eau qui passe par le briget et l'autre moitié par la tête du robinet. Donc, avec ce dispositif-là, vous doublez la longévité du matériel, okay, ce qui est la base quand on parle de développement durable. Donc, clairement, vous avez ici quelques exemples donc de réalisation. Sur effectivement un complexe sportif et un groupe scolaire avec en haut les investissements, le gain potentiel, en bas vous avez la consommation de référence qui nous est donnée par le client et dans un premier temps, suite à l'étude, nous avons fait des prévisions. Suite à ça, au bout de 12 mois, entre les prévisions et le réalisé, vous voyez qu'il y a une nette différence, malgré le fait que sur ces deux sites, il y a eu quand même des fuites lors de ce contrôle des 12 mois. Si vous permettez, Monsieur Ferriès, parce que je ne sais pas si on voit bien les chiffres depuis le fond de cet espace conférence, mais par exemple, votre tableau du haut, donc investissement gain prévisionnel, c'est sur une année également, c'est gain prévisionnel? C'est sur une année, donc oui, c'est oui. pratiquement au montant de l'investissement. Oui. Ah oui. Donc pour un amortissement en un an, en quelque sorte. Disons qu'en fonction des établissements et des sites, les retours sur investissement sont relativement courts. Ça peut aller, je dirais, de 6 mois à 36 mois. Ouais, mais globalement, la moyenne, c'est entre 18 et 24 mois, pas plus, quoi. On comprend la légitimité de votre présence aujourd'hui, compte tenu de ce type de résultats. Notre légitimité, elle passe par les résultats qu'on a fait obtenir à des centaines de collectivités et à nos milliers de clients, puisque notre but, ce n'est pas de dire, ben voilà, comme certaines publicités, vous allez faire 60-80% d'économie. Non. La base, c'est effectivement quelle est votre consommation, quels sont vos points d'eau, quel est le débit de ces points d'eau, et nous par voilà rapport ce qu'on peut faire. Et voilà ce que nous allons mettre en place, et voilà les résultats que vous allez pouvoir obtenir. Pardonnez-moi pour cette interruption, je vous laisse poursuivre, compte tenu du temps qui nous est imparti, je vous en prie. Ok, donc on va passer au slide suivant. Donc ici, vous avez par exemple la ville de Condé-sur-Escourt en 2013, où nous sommes intervenus, avec effectivement les gains prévisionnels et le réalisé. Notre démarche depuis 15 ans est toujours la même, c'est-à-dire que nous avons toujours des estimations prudentes pour la simple et bonne raison qu'on sait pertinemment que quel que soit le site, il va y avoir
souvent malheureusement des dysfonctionnements qui sont liés d'ailleurs aux fuites d'eau, qui sont diverses et variées. Donc c'est pour ça que quand on présente nos solutions, des fois on se met un peu en retrait parce qu'on sait pertinemment qu'il va y avoir des petits soucis de fonctionnement. Mais l'objectif, c'est effectivement d'aller au-delà de nos prévisions. Donc là, on va prendre un exemple plus récent, qui est la ville de Lens, dans lequel nous sommes intervenus donc, sur 2 groupes scolaires, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça, 2 groupes scolaires. Donc la base de la consommation était de 1100 mètres cubes. Et nous avions prévu 788 mètres cubes économisés. Donc, en définitive, ça a été 667 mètres cubes. Alors, attendez, 600 consommés. Ok, donc en définitive, il y a eu 2800 € d'économie pour la simple et bonne raison que sur un site, il y a eu une fuite, vous voyez, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, malgré cette fuite et malgré le coût de l'investissement, le retour sur investissement était amorti sur 31 mois en intégrant malheureusement cette fuite. Donc cette fuite n'aurait pas existé, le retour sur investissement aurait été de 24 mois. Voilà. Donc depuis effectivement notre création en octobre 2005, nous avons été reconnus en 2008 et 2010 dans le cadre de la performance environnementale. Et aujourd'hui, notre travail est toujours de pouvoir convaincre les gens que l'eau, c'est essentiel. L'énergie, on a toujours des solutions, je dirais, pour la... on a toujours des sources, je dirais, autres pour la compenser. Par contre, l'eau, il n'y a pas encore de solution. Et je n'ai encore entendu personne me dire ben, on va remplacer l'eau. Voilà. D'où le fait que, effectivement, c'est aujourd'hui quelque chose de vital. Et d'ailleurs, les meilleures preuves que nous avons, ce sont des centaines d'attestations. Donc là, on vous a donné un échantillon des derniers courriers que nous avons reçus de différents sites, que ce soit Polytech, l'aéroport de Beauvais, la ville de la Madeleine à côté, pour lesquels nous sommes intervenus avec toujours la même méthodologie. C'est-à-dire ce contrôle mois par mois et le rapport financier qui atteste la réalité des économies. Merci beaucoup, Monsieur Ferriès. Félicitations et bien, écoutez, merci pour ce retour d'expérience probant, démontré de manière très claire, en tout cas qui peut inciter un certain nombre d'entre nous, d'acteurs ou de collectivités qui nous écoutent, de suivre ce type d'exemple grâce à votre démonstration. Je me suis permis de vous poser une question tout à l'heure. C'est ce que je proposerai dans un instant, dans quelques minutes après l'intervention de M. Della Monica, de faire à celles et ceux qui sont présents parmi nous. Donc, avec l'aide de Cassandre, qui est notre hôtesse pour ce matin, qui vous proposera de prendre le micro. Donc, je vais proposer à M. Della Monica dans un instant de faire sa propre présentation pour compléter ce tour d'horizon, à l'issue duquel je vous proposerai de leur poser des questions directement si vous en avez. Bien sûr, il n'y a aucun caractère obligatoire à cet exercice, mais n'hésitez pas déjà à imaginer des questions qui pourraient les concerner. Monsieur Della Monica, vous allez donc, comme je le disais, compléter l'intervention de Monsieur Ferriès à travers un autre exemple, d'autres applications que vous portez, que vous développez, que je vous laisse nous démontrer et nous préciser maintenant également concernant l'économie d'eau potable. À travers notamment ce que vous appelez coach de douche, compteur intelligent, entre autres, enfin des solutions pour parvenir également à des économies très probantes et très mesurables. C'est ça, exactement. Donc en fait, je suis venu surtout vous parler d'une expérience qui a été faite dans une ville de notre pays, qui est la ville de Essen en Westphalie en Allemagne. C'est une zone assez similaire qui est très dense en population à la zone lilloise et qui a utilisé du coup l'impact, qui a essayé d'étudier l'impact de nos pommeaux de douche intelligents sur la population, sur une population urbaine auprès de 600 foyers. Donc avant ça, je vais quand même vous expliquer ce que font nos produits pour que vous compreniez mieux le sens de cette étude. Donc en fait, nous, on est une entreprise française. On a
débuté il y a à peu près 7 ans à Grenoble. On a un premier produit qui est, comme vous l'avez bien dit, c'est un coach de douche intelligent. Alors je vous ai amené un échantillon ici. Alors j'ai mis une pile, mais il marche sans pile. Il marche. Tous nos produits ont une caractéristique très nette, c'est qu'ils sont autonomes. C'est-à-dire que c'est l'eau qui coule dans les produits qui va permettre de les faire fonctionner. Donc c'est très simple à installer et surtout ça nécessite aucune maintenance. C'est beaucoup plus simple que d'avoir une batterie. Alors le premier produit, c'est ce pommeau de douche, donc qui en fait est un coach de douche qui en fait change de couleur en fonction du nombre de litres. C'est-à-dire que ça va être vert par exemple jusqu'à 10 litres et puis orange, ça va devenir rouge à 40 litres et se mettre à clignoter pour indiquer. Bon là voilà, on est passé à bleu, etc. On va changer les couleurs. Donc c'est avec cet objet que l'université de Essen a fait son étude dont je vais vous parler après. Et je détaillerai peut-être un peu plus. Le deuxième produit, c'est un compteur, donc c'est un module qu'on va ajouter sur un compteur. J'ai amené aussi un échantillon ici. En fait, le module, comme je vous l'ai expliqué, il n'a toujours pas de pile et il a la capacité, va un peu au-delà encore de la télérelève que vous avez expliqué tout à l'heure, Monsieur Denain. C'est qu'il va permettre d'avoir un suivi en temps réel. C'est-à-dire la télérelève, c'est très bien parce que ça va donner effectivement en 48 heures des informations. Nous, on peut détecter une fuite qui se serait produite à la minute près, quoi. C'est-à-dire qu'on est, grâce à notre autonomie, grâce à l'eau qui coule et qui va fournir en énergie, on peut faire des mesures toutes les minutes. Et par ce biais, on peut à la fois détecter les fuites en temps réel, mais également connaître les usages des gens, c'est-à-dire on peut savoir si on a utilisé beaucoup de machines à laver, une chasse d'eau qui fuit, on détecte une fuite de chasse d'eau, on va pouvoir indiquer aux usagers tous ces éléments qui vont permettre d'améliorer, leur donner des conseils pour améliorer leur consommation. Voilà, je ne vais pas plus développer aujourd'hui cet élément, mais c'est vraiment un atout par rapport au compteur de télérelève qu'on peut avoir aujourd'hui. Je reviens donc sur cette fameuse étude qui a été faite en Allemagne. La personne j'aurais voulu qu'elle vienne elle-même témoigner parce que c'est quand même plus important que ce soit les usagers qui témoignent que moi qui suis. Alors, il a précisé, il a voulu absolument qu'on écrive qu'il n'y a aucun lien commercial entre nos deux organismes, qu'il est totalement indépendant, financé par des fonds publics du gouvernement allemand. Donc voilà, c'était important de le mettre en préambule. Il a souhaité que j'explique ça, qu'on n'avait aucun lien. Parce que je fais juste que porter sa parole. Donc le contexte, c'est une étude donc, de comportement des usagers dans un foyer, financée par l'Union européenne, dans la région de Essen, qui est en Westphalie. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu plus, allez-y, vous pouvez... Voilà. Donc, en fait, ils ont utilisé notre produit, notre pommeau de douche, et avec des groupes de contrôle. En fait, il y avait on va dire 4 groupes. Il y a un groupe de contrôle qui utilisait notre pommeau de douche, mais sans lumière, c'est-à-dire la lumière était contrôlée grâce à un petit boîtier. On arrivait à contrôler exactement tout ce qui se passait dans les foyers. Et dans un groupe de contrôle, il n'y avait rien. L'autre groupe de contrôle, c'est l'autre groupe, c'est un groupe par lequel on lui a donné ses lumières. Et donc, des seuils ont été établis précisément. Vous voyez, 15 litres vert, 22 bleu, 29 violet et 36 rouge, 36 litres. Le troisième, le pommeau était éteint, mais on a comparé, on leur a envoyé des informations pour leur dire comment ils se situaient par rapport à leurs voisins. Donc, c'est une sorte de compétition, on va dire, ou d'incitation sociale. Une émulation, en tout cas, voilà, une émulation. Entre participants. Ouais. Voilà. Et le dernier groupe avait la combinaison des deux. Vous avez compris ? Vous pouvez aller voir les résultats qu'on a obtenus. Si vous pouvez changer la diapo. Voilà. Oui, ça c'est pour expliquer un peu comment ça se passe. Donc notre produit, en plus d'être intelligent, disons, et d'inciter les gens par un feedback en temps réel de sa consommation, il envoie aussi des données via une petite passerelle
à Internet. Donc on avait la possibilité, et l'université qui faisait l'étude, qui menait l'étude, avait la possibilité de maîtriser d'abord les seuils, comme je vous ai dit, ils ont défini, ils ont réglé les meilleurs seuils possibles, et en plus de récolter les données pour connaître la consommation de tout le monde. Donc ça, vous voyez l'architecture de l'expérience. Allez-y, voilà. Donc tout ça, évidemment, était RGPD et on fait attention aux données des gens. Les gens ont donné leur consentement, tout est contrôlé, hein. Donc, parmi les 4 groupes que je vous ai donnés, il y a donc le groupe de contrôle, le groupe qui avait l'indication lumineuse, le groupe 2, c'est la comparaison sociale, et le 3, la combinaison des deux. Et vous pouvez voir donc le résultat qui a été obtenu. Donc le résultat sur le premier groupe, c'est-à-dire seulement avec les lumières, on a une réduction de consommation d'eau de 28,7%. Sur le groupe où on a incité plutôt à la comparaison sociale, 9%, un peu plus de 9%. Et enfin, celui où on combine les deux groupes, les deux incitations, on arrive à une économie de 35%. Alors c'est quelque chose de très important parce qu'il faut bien prendre en compte que la douche, c'est 40 à 50% de la consommation journalière. Donc on a une économie très significative sur sa facture d'eau. Alors, je n'ai pas amené, parce que je vous ai dit, ce n'est pas une présentation commerciale, mais il faut bien comprendre qu'avec une telle économie, le foyer fait lui-même des économies substantielles et a tout intérêt à utiliser le produit, parce qu'au bout de 6 mois, il va complètement rentabiliser son investissement. Il va récupérer son investissement. Parce que là, on parle, comme mon interlocuteur précédent, on a une incitation comportementale, mais le produit est lui-même économe. Il consomme 6 litres. C'est un produit également 6 litres par minute. Donc, en conclusion, on a démontré des effets bénéfiques avec cette étude très significatifs, avec des impacts importants sur la consommation d'eau de la région, du quartier. Si on a vu qu'en associant des choses variées, des conseils, des émulations, on a renforcé l'économie. Et cette étude a permis aujourd'hui de faire des choses similaires concernant l'énergie. L'énergie, aujourd'hui le sujet c'est l'eau, mais on sait que c'est un problème, le gaz également, c'est un problème majeur aujourd'hui. Et ce mode de fonctionnement pourrait être reproduit sur d'autres choses. Voilà, donc pour conclure, juste une aparté, parce qu'on a une ville qui est aussi utilisatrice de nos produits, c'est la ville de Dunkerque, qui est une ville proche. Ils ont installé sur l'ensemble des établissements municipaux 500 pommeaux de douche que je vous ai décrits, avec des résultats très intéressants et qui, on espère, fera des émules. Voilà. J'ai à peu près terminé, je crois. Merci beaucoup, Monsieur Della Monica, et bravo également pour votre présentation, pour cette solution qui est très concrète également, très démonstrative. Je ne serais pas surpris que certaines ou certains d'entre nous, ce qui est mon cas d'ailleurs, connaissaient déjà peut-être le dispositif qu'on commence à voir circuler dans la distribution maintenant, qui est de plus en plus... qui améliore sa notoriété d'année en année. Je vais passer la parole dans un instant à la salle, mais je ne résiste pas quand même à l'envie de vous poser cette question de base qui nous concerne tous. Est-ce qu'on peut raisonnablement prendre une douche avec 10 litres d'eau? Est-ce qu'on peut rester dans la zone verte? Alors, personnellement, ça m'arrive. Ça vous pose pas de problème? D'accord, très bien. Vous savez, non, mais c'est un objectif en soi. Non, non, mais il y a un système qui est très incitatif, c'est que si on arrête l'eau pendant qu'on se savonne, par exemple, souvent on laisse ouvert. Nos couleurs vont passer moins vite au violet et au rouge. Donc le système est prévu pour ça et il incite vraiment à fermer le robinet. Donc ne serait-ce que ça, déjà on a gagné du temps. Voilà. Merci pour ce complément d'information. Je me tourne vers vous et merci d'avance Cassandre de bien vouloir passer le micro à celles ou ceux d'entre vous qui souhaiteraient poser une question à nos intervenants. Ce qui est mon rôle dans cette mission de facilitateur, d'animateur, mais c'est aussi le moment qui vous est consacré pour vous permettre des interventions directement à l'adresse de nos invités. Je vous en prie, monsieur, je vous laisse vous présenter éventuellement pour bien vous situer. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Jérôme Clusa et je travaille à la MEL. J'ai une question pour monsieur qui représente Hydrao. Est-ce que vous avez mesuré ou pas un éventuel effet d'érosion dans le temps
C'est-à-dire qu'au début, c'est marrant, les couleurs et tout, Ouais, je c'est un fais peu le gaffe. challenge, quoi. C'est Le ça, ouais. challenge, on en parle en famille. Et puis peut-être ou pas, au bout d'1 mois, 2 mois ou 3 mois, les anciennes habitudes reviennent et les gains sont réduits. Non, on a la réponse exacte à cette chose, puisque c'est quelque chose qu'on a mesuré. Et alors, je vous ai dit, on a travaillé avec pas mal d'universités, et en particulier l'université de Singapour, qui est une zone aussi, malgré ce qu'on peut penser, et qui est très stressée au niveau hydrique. Ils n'ont pas de source sur l'île. Et donc, c'est très important pour eux, l'économie d'eau. Donc, ils ont installé ce système alors dans des universités, dans des CTU, parce que les gens ne payent pas la facture d'eau dans une université. Donc si on incite à changer de comportement et que c'est durable, c'est quand même une démonstration que ça fonctionne sur du long terme, parce que ce n'est pas eux qui payent la facture d'eau. Et donc justement, on a démontré que une fois que l'habitude était prise, elle était conservée. Sur plus de 2 ans, les études ont été faites et il n'y a eu aucune diminution d'un changement de comportement. Vous pouvez peut-être trouver une référence sur cette étude qui a été faite à Singapour. Merci monsieur pour cette question très, très concrète, très intéressante également. Y a-t-il d'autres questions à ce stade? Je me disais en vous écoutant, j'imagine monsieur Ferriès, que ça peut faire partie, ce type de dispositif peut faire partie des outils qui vous intéressent dans la promotion de vos solutions, je suppose. Exactement. Et d'ailleurs, je souhaitais intervenir parce que malheureusement, une responsable d'une commune dont on a parlé tout à l'heure a attrapé la Covid et donc n'a pas pu participer à cette réunion. Et effectivement, elle nous a quand même transmis des éléments sur des installations qu'on a réalisées, avec effectivement des résultats sur 8 ou 9 bâtiments qui ont été mesurés bien évidemment. Et d'ailleurs, je passe la parole à Ludovic qui va vous donner les informations sur les résultats obtenus sur différents sites depuis, je pense que c'était 2017. Et en l'occurrence, on parle de quelle commune, de quelle collectivité? C'est la ville de Lens. La ville de Lens, très bien. Voilà, donc vous faites les porte-parole en quelque sorte. En fait, on devait avoir un témoignage. Oui, tout à fait. On devait avoir un témoignage et malheureusement la personne n'a pas pu venir du fait du Covid. C'est vrai que l'installation, je vois les chiffres que nous a communiqué la responsable service technique, Madame Jovenot. 2017, 2019, 2021, ils vont poursuivre en 2022 sur différents sites. Donc ils ont commencé par des sites pilotes, une école et une garderie, avec une consommation relevée de 507 mètres cubes en 2017. Et alors je vais pas vous lire l'ensemble des données, mais c'est assez éloquent. En 2018, moins 209 mètres cubes consommés. 2019, moins 100. 2020, moins 130. Donc on s'aperçoit qu'il y a comme ça une appropriation et surtout des économies qui sont réelles sur des systèmes et des dispositifs qu'on voit relativement simples et tout le monde les connaît. Sauf que là, on est vraiment sur la qualité aussi de l'entretien, la qualité du produit et il y a quelque part un changement aussi des habitudes parce que quand on installe ces robinets, la commune expliquait qu'elle fait aussi une information sur les éco-gestes et profite de cette intervention pour tabler des économies d'eau à élargir sur l'ensemble des autres gestes qui sont bénéfiques pour l'environnement. Donc c'est vrai que depuis, je ne les citerai pas tous, mais groupe scolaire Berthelot, Carnot, Pasteur, donc on est arrivé sur des cumuls. À chaque fois, on parle de... Alors, ce sont les petites rivières ce sont les petites fontaines qui font les grosses rivières, mais je vois à chaque fois des moins 100, moins 200 mètres cubes par site. Après, il y a des sites qui sont différents. On voit ici une forte augmentation, mais ça a permis justement ce suivi de mettre le doigt sur des fuites de chasse d'eau. Donc voilà, il y a un réel intérêt sur des solutions assez simples. Et finalement des économies qui peuvent être cumulatives, on l'a compris, une fois que s'installent les nouvelles pratiques. Je dirais que notre démarche, elle est multiple. Et effectivement, il y a les économies en volume et en euros. De deux, vis-à-vis des services techniques, c'est un confort supplémentaire puisqu'ils ne doivent plus intervenir sur des robinets où il y a des fuites au niveau de la tête des robinets, puisque depuis 5 ans, il y a eu 0 intervention sur nos solutions, puisque l'objectif de ce que l'on met en place, c'est que le personnel d'entretien puisse, une fois par semestre, gratter le téflon pour enlever le calcaire. Premier point. Deuxièmement, par rapport à la typologie de robinet qui est mise en place depuis des années, avec des débits importants, c'est que souvent, ils se retrouvaient avec des sanitaires qui ressemblaient un peu à des marais canards, parce que forcément, les enfants, je les comprends, ils ont envie de jouer avec l'eau.
Sauf que là, suite à la mise en place de nos solutions, déjà, il y a moins de travail pour le service d'entretien, puisque les enfants peuvent toujours jouer avec de l'eau, mais comme la consommation est divisée par 3, par 4 ou par 5 parfois, l'objectif c'est effectivement qu'ils continuent à s'amuser, mais avec une quantité moindre. Même si ce qui peut paraître comme un gaspillage finalement, donc du coup devient un peu plus vertueux quoi finalement, d'une certaine façon. Exactement. Merci. Y avait-il d'autres questions, monsieur, je vous en prie? Bonjour. Il a été à nouveau redit que... Je vous laisse vous présenter peut-être pour qu'on puisse vous situer. Stéphane Gassarier, Voie navigable de France, mais ça va être plutôt une question à titre personnel. Parlez bien. Ça fait 2 fois en fait que monsieur a indiqué que le niveau de calcaire de l'eau dans les Hauts-de-France pouvait avoir un impact négatif sur les équipements. Donc ça nécessitait des équipements spéciaux qui pouvaient régler ce problème. Donc ça peut boucher les équipements, donc entraîner des surconsommations, des coûts de maintenance, voire diminuer la durée de vie des équipements. Donc la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y avait on connaissait le coût en termes d'impact négatif sur la MEL par exemple ou sur les Hauts-de-France de ce niveau de calcaire, et est-ce qu'il y a des solutions pour traiter en amont ces eaux pour diminuer le niveau de calcaire et donc diminuer les impacts négatifs? Voilà, alors 2 questions en une, vous l'avez bien comprise. Monsieur Desnain, vous voulez peut-être synthétiser et répondre à ces 2 questions. D'une part, donc l'impact du colmatage qui est lié au calcaire, et d'autre part le catalogue des solutions à disposition. Alors c'est vrai que c'est une des spécificités de la région. On est sur une alimentation, je le montrais tout à l'heure, par l'alimentation des nappes de la Craie. Donc forcément, ceci explique cela. Après, il y a des bénéfices. Alors c'est vrai que l'entartrement des canalisations est une des difficultés. On arrive à des réductions de sections, parfois près de 50% de certaines sections. Néanmoins, c'est vrai que ça a permis aussi par le passé de protéger la population, parce qu'il ne faut pas oublier que cette gaine de calcaire a permis, quand on avait malheureusement à une époque des déploiements de solutions plomb, d'éviter une diffusion du plomb. Donc ça, c'est un effet collatéral bénéfique qui n'était pas recherché, mais néanmoins, je continuerai à dire qu'avoir une eau issue de la craie, donc une eau calcaire, permet un apport de calcium. Donc ça, c'est vraiment important pour l'équilibre au niveau corporel, minéral du corps. Donc c'est vrai que ça, c'est important. Oui, il existe des solutions. Alors juste sur les solutions qu'évoquait M. Ferias, c'est vrai que sur les robinets tels qu'il évoque, l'entartrement provoque, par exemple, sur les robinets temporisés, forcément la temporisation est bloquée, donc on n'a plus du tout, la temporisation n'est pas maintenue, donc on est des coins, elle est bloquée qui se coincent, ouais. Donc c'est vrai que c'est la solution avec les systèmes que vous proposez permet un entretien plus facile, et puis on a moins d'adhésion du calcaire simplement. Après, sur le fait de traiter l'eau, bien évidemment il existe des solutions qui sont connues, de décarbonatation ou alors même de filtration spécifique type membranaire. Maintenant, elles ont un coût assez important, et elles sont aussi consommatrices d'eau, ces technologies-là, par rétrolavage ou simplement par nettoyage des filtres. Donc c'est vrai qu'il faut un usage raisonné, il faut regarder ça en prenant beaucoup de hauteur, parce qu'il faut aussi pouvoir calibrer lorsqu'on met une installation de décarbonatation, ou alors par exemple une osmose inverse basse pression, ce genre de choses. Il faut aussi regarder quel est l'impact général, notamment sur les gaz à effet de serre. Donc il faut vraiment peser les avantages inconvénients. Voilà, donc je me garderai bien, parce que chaque typologie de consommation, il faut peser le pour et le contre. Alors on consomme plus d'eau à faire cette décarbo par exemple, et ça aussi, ça permet par contre de moins chauffer l'eau de cuisson. Ça permet d'avoir moins d'évapotranspiration. Je pense à Fusiocast sur des évaporations par exemple, sur des usages de process, mais tout ça doit se quantifier. Donc c'est difficile de dire il faut traiter l'eau. Il y a des avantages et des inconvénients. Il faut vraiment le regarder avec un macro. Merci beaucoup, Monsieur Desnain. Juste peut-être une dernière question qui m'est inspirée par votre présentation. Tout à l'heure, vous nous avez montré un camembert avec ce que représentaient les pertes en réseau et finalement le bilan de la consommation finale autorisée, que vous avez appelé tout à l'heure les volumes d'eau consommables ou consommés autorisés. Est-ce qu'on a une idée du potentiel, de la marge de progrès que vous avez dans les années à venir sur cette partie de la consommation, puisque vous nous avez fait part de la stratégie par rapport aux fuites, mais qu'en est-il après les robinets?
Alors, après les robinets, je pensais sur les pertes en eau. Déjà, le VCA, donc le volume consommé autorisé, c'est une définition officielle. C'est repris par l'IWA et c'est repris par 6PA, donc on s'inscrit dans ce cadre-là. Maintenant, post-compteur, avec les maîtrises de consommation, si je prends un des volets qui est lié à la télérelève et à la maîtrise des consommations chez, par exemple, les gros consommateurs, on estime par cette maîtrise des usages, par les déploiements de conventions de sobriété hydrique, sur un dispositif qui est quasiment similaire à H2O. On en a beaucoup parlé, c'est d'aller faire des audits, d'aller faire des conseils, d'aller installer sur les points de pisage une meilleure maîtrise des consommations, de faire prendre conscience. On est sur 2 millions de mètres cubes par an. D'accord. Voilà, ça représente donc tout de même pour nous de gros enjeux. Et c'est que sur le volet, je ne suis là que sur le volet consommation dédié aux assimilés domestiques industriels. Après, j'ai toutes les pertes en eau où on estime pouvoir gagner par exemple 3 points sur les pertes en eau. Ces 3 points permettront d'avoir une économie entre 1,5 et 2 millions de mètres cubes par an. Donc voilà, ouais. on est tout de même sur... Il y a de gros enjeux. Oui, très bien. Monsieur Ferriès, une toute dernière question vous concernant. Je me demandais concernant la consommation spécifique des chasses d'eau, dont on sait qu'effectivement, évidemment, jusqu'à nouvel ordre, c'est essentiellement de l'eau potable, ce qui peut paraître être assez paradoxal dans certaines situations, mais il faut faire avec, pour l'instant, si je puis dire. Hein. Est-ce qu'on a une idée de ce que représente cette consommation en pourcentage de la consommation totale? Alors, il faut savoir que les chasses d'eau chez un particulier représentent 25% de la consommation. Ah voilà, d'accord. Voilà. À mon avis, dans les collectivités, ça va être même beaucoup plus, puisqu'il n'y a qu'un usage sanitaire. Donc voilà, c'est-à-dire dans tout ce qui est espace WC, etc. Donc c'est important. Après, la problématique de la récupération d'eau de pluie qui peut être utilisée pour les chasses d'eau, là, je pense que c'est un souci avec les fournisseurs d'eau et l'ARS. Sachant qu'aujourd'hui, si tout un chacun se mettait à l'eau de pluie dans les sanitaires, forcément, il y aurait un impact de 25% de facturation en moins pour les Veolia. Il y a des intérêts contradictoires, on va dire. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça que il y a ce problème-là. Et puis le deuxième problème, c'est que vous récupérez de l'eau gratuitement, que vous remettez dans le circuit d'assainissement. Donc c'est pour ça que les sociétés des eaux, à la limite, peuvent accepter cela. Mais en contrepartie, ils vont vous demander effectivement il va falloir le facturer coût quelque chose supplémentaire par rapport à ça. Monsieur Dénin, juste de précision, parce que je rebondis sur des propos. La première, c'est que Jean-Luc Collet, qui est là au premier rang, va vous parler notamment de la récupération des eaux pluviales, en partie parce que la présentation se veut plus élargie encore, mais pour des usages notamment de WC. Il pourra évoquer les difficultés qu'il a eu à mettre en place ces solutions. Je dirais difficultés au point de vue réglementaire, d'autorisation, d'acceptation. Et après, c'est vrai que sur la récupération des eaux de pluie à usage sanitaire, quand on monte dans le bus, on paye le ticket. Et donc, quand on renvoie des eaux usées au service public d'assainissement, il va bien falloir les traiter. Donc, c'est vrai que derrière, il va falloir donc facturer. Et donc, il faut un compteur en sortie spécifique pour pouvoir... Il faut compter ces eaux qui vont aller vers les usines d'épuration. Donc, voilà, merci pour cette précision. Enfin, vous l'avez compris, ma question avait pour vocation justement de constituer une transition avec l'intervention de M. Collet qui va suivre. Mais M. Della Monica avait aussi un avis sur la question. Non, mais je voulais juste apporter un complément. Je ne connais pas le volume d'une fuite de chasse d'eau, mais vous savez, une fuite imperceptible chez un particulier, un petit filet d'eau qui coule dans la cuvette, je connais le prix, c'est à peu près 100 € par mois. Donc si on arrive pour le particulier à le prévenir, à lui dire de faire quelque chose, de changer un joint, en général c'est un joint à changer, c'est un atout majeur sur sa facture d'eau. Hein. C'est 100 €. On ne vous entend pas, monsieur Ferriès, merci. Excusez-moi. Une fuite d'eau franche au niveau d'une chasse d'eau, ça peut représenter entre 20 et 30 mètres cubes sur un week-end. Ah oui, d'accord. Bon, voilà, ça fixe les idées. C'est 10 litres d'eau à la minute. Merci pour ces rappels, très complémentaires également de l'état des lieux qui nous a été proposé grâce à vos 3 présentations. Madame, une question, alors ce sera vraiment la toute dernière parce que nous ne sommes pas
pas tout à fait en avance, mais je voudrais juste vous rappeler que nous avons 2 autres intervenants qui vont se succéder et à qui je propose de préserver un peu le temps de parole comme c'était prévu. Mais vous aurez une deuxième possibilité de poser des questions également à nos intervenants. Et comme vous restez parmi nous, j'imagine, dans la salle, vous pourrez revenir ou répondre à des questions qui vous concerneraient plus spécifiquement. Madame, je vous écoute. Oui, merci beaucoup. Donc Mélissa Bélier pour la FNCCR. Donc nous animons depuis l'année dernière un club des économies d'eau pour justement faire remonter les bonnes initiatives, etc. Et l'année dernière, on a organisé les premiers trophées sur ce sujet-là qui vont être renouvelés cette année. Donc je vous invite à être attentif à ce sujet. Les entreprises peuvent candidater en étant en partenariat avec leurs clients pour justement démontrer les effets. Ensuite, j'avais une question plus à Lamel sur le financement des actions de réduction justement pour les consommateurs, donc pour les gros consommateurs, les industriels et assimilés domestiques. Du coup, c'est pris en charge par le budget général, par le budget de l'eau. Est-ce qu'il y a une aide de l'agence, etc. Alors, sur la partie audit, c'est intégré, c'est Lamel qui prend en charge, hein, c'est l'effort que l'on consent pour aller aider à faire ce constat et donc de proposer des solutions. Après, sur notre territoire, on a aussi une spécificité, c'est que la majorité de nos gros consommateurs sont issus du tertiaire et de l'habitat vertical, donc les bailleurs et bailleurs sociaux. Mais j'ai énormément sur le territoire, nous avons énormément d'implantations universitaires, des prisons, essentiellement des cliniques, des CH. Et donc tous ces consommateurs, ce qu'on vise en priorité, ce sont essentiellement les usages sanitaires, les douches, les robinets, les toilettes. Ça représente un volume phénoménal. Le coût d'investissement est assez faible. Les économies qui sont envisagées sont de l'ordre de 15 à 20%. Et le coût d'investissement par site est entre 10 et 20 000 euros en moyenne, estimé. Et donc ça, par contre, l'investissement, on estime que c'est à eux à le faire. On a questionné à l'époque, zut, elle vient de partir, Karine Vallée, justement pour savoir si nos actions pouvaient être prises en charge ou non, étaient gênantes ou non pour l'agence de l'eau. Elles sont complémentaires. L'agence de l'eau ne finance pas forcément ces volets-là. Ils sont sur le process. Donc on a décidé de ne pas aller sur le process, qui est déjà un territoire qui est occupé par l'agence de l'eau et sur lequel il y a de nombreuses actions. Néanmoins, quand on fait cet audit, qui s'attardera essentiellement sur les usages sanitaires, on en profite pour faire quelque part, ce n'est pas le bon terme, mais la publicité d'autres actions nécessaires. Et c'est vrai que ces actions peuvent être financées. Et je dirais, on en verra tout à l'heure quelques-unes, que ce soit sur de l'amélioration ou en tout cas chez Fusiocast, il y a des possibilités d'avoir des financements en effet de l'agence de l'eau. Merci beaucoup et merci pour votre question, Madame Bélier, dont je précise que Madame Bélier de la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, interviendra dans la prochaine table ronde, la table ronde qui suivra à 11h30 tout à l'heure. S'il nous reste un peu de temps pour entendre nos 2 intervenants suivants et vous proposer une autre séquence de questions, en attendant, je vous propose de remercier encore une fois nos premiers intervenants par quelques applaudissements, si vous le voulez bien. Le temps pour eux de regagner la salle. Et le temps pour moi d'accueillir les prochains intervenants, à savoir, ils ont déjà été cités, Monsieur Jean-Luc Collet, qui est architecte urbaniste, qui nous parlera des solutions alternatives comme source d'économie d'eau et de leur positivité collatérale, donc autre illustration s'il en est, accompagné de Monsieur François Radel, qui est président des fonderies d'Ourlet et Fusiocast, donc déjà cité également, qui nous fera part également d'autres solutions d'économie d'eau potable. Merci à vous, messieurs Collet et Radel. Monsieur Radel, je vais vous proposer de commencer sans transition. Vous qui allez nous parler d'économie d'eau et en énergie dégagée au sein d'une entreprise industrielle comme la vôtre, qui est particulièrement résiliente et vertueuse en la matière. Je vous laisse vous faire votre présentation, nous faire votre présentation, non sans avoir précisé que votre entreprise, les fonderies d'Ourlet Fusiocast, sont spécialisées dans l'aluminium injecté. Je vous laisse nous en dire un peu plus. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, Fusiocast est une fonderie d'aluminium sous pression. Nous réalisons des pièces de quelques grammes à plus de 7 kilos. Le principe de la sous-pression, c'est qu'on travaille sans moule en sable, sur des moules métalliques dans lesquels on va injecter le métal. Nous travaillons pour tous les secteurs d'activité, hein, ça va de la pièce du bonhomme de baby-foot jusqu'aux pièces aéronautiques, les boîtiers d'électronique embarqués pour la défense. Donc vous voyez sur les images différentes cas de figure. Donc c'est des pièces très techniques. Nous ne travaillons pas pour l'automobile, c'est une volonté stratégique
qui nous a porté bonheur ces derniers temps. Donc dans la démarche de protection de l'environnement, effectivement, l'eau a été un élément essentiel. Il y a une vision environnementale personnelle et il y a une vision environnementale industrielle. Pour moi, ce sont deux choses complémentaires, mais qu'on peut dissocier en ce sens que si je raisonne écologique en tant que père de famille, effectivement, je voudrais tout faire et révolutionner le monde. Par contre, quand on se positionne en tant que dirigeant d'entreprise, on se rend très vite compte que financièrement, on ne peut pas avoir toutes les cordes à son arc et avancer dans le sens qu'on voudrait. Donc on s'est un peu posé la question à Fusiocast sur la manière dont on allait apprendre les choses. Et en fait, c'est une vision stratégique en fait, hein, dans d'autres démarches qui se base sur trois aspects, un aspect économique, un aspect managérial et un aspect marketing. Alors on est vraiment dans le management en fait. C'est-à-dire que c'est une démarche qui va être une démarche de fond, qui va nous permettre de traiter dans un premier temps des économies, à savoir que quand l'entreprise a été reprise en 2015, nous avions une consommation d'eau de 7500 m3 annuels, ce qui représentait une facture de 25 000 euros. Nous avons également des besoins en gaz et en électricité pour les process. Donc la première chose, ça a été déjà de faire un état des lieux de ces dépenses qui paraissaient exorbitantes et de travailler sur ces éléments. Donc dans le cadre des process, nous avons besoin d'eau pour le refroidissement des presses à injecter. Nous avons besoin d'eau pour la finition des pièces et effectivement aussi pour la partie sanitaire. Donc ces trois éléments support de notre management global nous permettent d'effectuer effectivement des économies substantielles, mais permettent également d'intégrer nos embauchés dans la démarche. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a 30 ans, on pouvait produire et on ne se souciait pas trop de savoir comment on produisait. Dès lors où on gagnait de l'argent, ça passait. Au début de ma carrière, hein, pour l'anecdote, on avait des clients qui nous demandaient des devis. Quand on remettait un devis, on faisait un prix de revient, on y ajoutait la marge. Aujourd'hui, la démarche est complètement différente. On est plus sur un prix objectif et on va générer sa marge, on va créer sa marge. Donc on raisonne d'une manière complètement différente. En ce qui concerne la sensibilisation et l'implication du personnel, il y a les bonnes pratiques, effectivement, hein, fermeture des robinets, ne pas utiliser les éclairages quand on n'en a pas besoin, hein, si on veut faire des économies sur l'électricité. Mais il y a aussi le fait qu'un jeune qui va entrer dans l'entreprise va se soucier de savoir si cette entreprise est vertueuse. On est face à de nouvelles générations qui sont sensibles à cet aspect. Et si vous êtes un fondeur, pour rester dans mon métier, polluant, ça ne donne pas l'envie à un jeune BTS ou à un jeune ingénieur de venir travailler chez moi. Donc cet aspect est un aspect important en termes de communication pour sensibiliser les nouveaux entrants sur notre éthique d'entreprise. Donc c'est aussi un levier d'attractivité de votre métier, quoi, en fait. Ah, complètement, Ah ouais. complètement. En 2015, quand j'ai repris l'entreprise, on avait une moyenne d'âge de 55 ans. Bon, on a accompagné les départs en retraite. Aujourd'hui, la moyenne d'âge est de 35 ans. C'est-à-dire qu'il me reste 3 anciens sur les 13 salariés de l'époque. Aujourd'hui, on est 17. Donc on a embauché quand même plus de 14 personnes, parce qu'il y a eu des entrants, des sortants. Mais la moyenne d'âge est de 35 ans. Donc c'est une moyenne d'âge relativement jeune. Donc on pérennise en fait aussi les savoir-faire par cette démarche. Mais auprès d'une génération à qui il faut montrer patte blanche, hein, d'une certaine façon. Complètement, Voilà. complètement. J'imagine mal un jeune ingénieur venir travailler dans une entreprise
pour un bon salaire, tout en sachant que son entreprise rejette dans le canal des produits polluants. Voilà. Et puis, il y a un aspect marketing dans notre démarche. L'aspect marketing, c'est plus lié au client. C'est-à-dire que le client, aujourd'hui, on se rend compte dans tous nos appels d'offres qu'on a une demande, on a des questionnaires sur nos démarches environnementales, sur nos démarches sécurité. Et ça a commencé déjà il y a une bonne dizaine d'années, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus pressant. Et quand on comprend que, là aussi, pour rester dans le métier, on peut être le meilleur fondeur du monde. Si demain, j'ai un arrêté parce que je pollue ou j'ai un accident grave dans l'entreprise, je mets en péril l'approvisionnement de mon client. Donc, il est absolument nécessaire d'avoir des démarches vertueuses, que ce soit en termes de sécurité, en termes d'environnement, afin que nos clients soient sécurisés sur la pérennité de l'entreprise. Donc en ce qui concerne nos investissements, vous voyez un peu l'évolution. En 2015, ça a commencé par 30 000 € concernant les chasse-aux-fuites et des petits régulateurs qu'on a pu mettre à tous les endroits de l'usine. On a travaillé également sur le gaz, on a travaillé sur les déchets, on a travaillé sur l'électricité, parce que l'eau, ce n'est pas seulement l'eau du robinet, mais l'eau, c'est aussi les déchets. Alors on se dit, pourquoi ? Oui, mais les déchets, vous les stockez. Et les déchets peuvent polluer la nappe phréatique, par exemple. Donc on a vraiment mis en place un système global où aujourd'hui, à Fusiocast, on n'a pas de point de prélèvement d'eau ni dans une rivière, ni dans un point de captage. On a juste une alimentation en réseau public qui est passée de 7500 m3 en 2015 à 300 m3 en 2021. Alors cette grosse amélioration sur l'eau s'est effectuée, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, donc principalement sur ces installations. Donc, dans le cadre de notre finition, nous avons ce qu'on appelle des bols de tribofinition qui consomment de l'eau. Et à l'origine, ces bols consommaient de l'eau et rejetaient l'eau polluée. Donc ce n'était pas tellement réglementaire, ce n'était pas du tout éthique. Donc j'ai investi à Fusiocast plus de 300 000 € dans notre atelier de tribofinition, où on peut voir sur la photo en bas à gauche les 3 bols de tribofinition qui sont alimentés en eau et en savon. Et en bas à droite, la centrale de traitement. Donc nous avons reçu pour cette centrale une subvention de 50% sur le coût de l'installation par l'agence de l'eau, ça faut le préciser. Sans cette subvention, ça aurait été compliqué quand même d'aller plus loin. Mais aujourd'hui, ce système permet d'être complètement autonome, puisque nous y avons associé sur la photo d'en haut à droite une récupération d'eau de pluie pour faire l'appoint. Donc en fait, on met les pièces de fonderie dans les bacs qui sont ébavurés, lavés et savonnés. L'eau est récupérée et passée dans la centrifugeuse pour être nettoyée, dépolluée. On récupère les boues forcément dans un bac de récupération et l'eau est réinjectée dans les bassins. Forcément, on a un peu de perte d'eau. On a 70 litres de perte en eau par semaine. Cette perte en eau est compensée par la cuve d'eau de pluie que vous voyez en haut à droite. Alors, je vais tout de suite rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, on n'a plus 7500 m3 d'eau qui partent dans le réseau et qui sont à traiter. On n'a plus que 300 m3. Mais moi, je ne reconsomme pas d'eau et je ne rejette pas là. Donc on ne pourra pas me refacturer de l'eau de pluie prise puisque je ne la rejette pas dans l'égout ou dans le traitement. Dans ce cas particulier, oui. Voilà, dans ce cas particulier, oui. Et je pense qu'il y aura plusieurs cas de figure comme ça, où il y a une compensation en eau de pluie qui n'est associée qu'à l'évaporation en fait. Je vous laisse continuer, Monsieur Radel, parce que nous ne sommes pas en avance. Oui, si vous voulez garder quelques minutes pour vous voilà, poser quelques questions. J'ai fini. Donc l'eau, 96, le bilan. Donc l'eau, 96% d'économie, donc 25 000 €. En électricité, 20%, 5 000 €, gaz, etc.
Donc sur le management, on n'a pratiquement pas d'absentéisme sur le personnel. On a des gens impliqués, on a des jeunes collaborateurs qui m'ont permis de venir aujourd'hui ici présenter un peu ce qu'on a fait et qui aujourd'hui sont en train de produire et produisent avec fierté dans une entreprise propre. Et les retours commerciaux, on a fidélisation de nos clients par leur sécurisation, hein. Mais aussi une image positive de Fusiocast. On aime donner à cette image de fondeur une image propre, clean, ce qui n'était pas forcément connu et reconnu du grand public par le passé. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Radel. Vous nous avez très bien démontré, notamment dans cette dernière diapositive, qu'au-delà de résultats mesurables très spectaculaires, on a vu moins 96%, des choses qui sont chiffrées, mesurables, vous insistez sur ce qu'on pourrait appeler les valeurs immatérielles dont on peut bénéficier en parallèle, comme vous venez de le démontrer parfaitement. Complètement. Le but de ma présentation, c'est surtout de faire comprendre qu'on ne fait pas de l'environnement avec la carte verte purement environnementale. C'est pas du greenwashing. C'est de la stratégie d'entreprise avec voilà, c'est de la stratégie de la performance d'entreprise. Là, on est vraiment dans le cadre où on a 3 leviers importants qui nous permettent de développer l'entreprise, de faire des économies, de développer le management et d'assurer une pérennité avec les clients. Merci beaucoup, Monsieur Radel. Évidemment, nous pourrons vous poser des questions, comme j'ai invité à le faire dans la première partie, notre public présent. Mais nous allons entendre, pour terminer, compléter ce tour d'horizon particulièrement intéressant et instructif quant aux solutions d'économie d'eau et de protection de la ressource. Autre solution, des solutions plus alternatives et avec ce que vous appelez, Monsieur Collet, des positivités latérales. C'est donc Monsieur Jean-Luc Collet, qui est architecte urbaniste, qui va nous en parler. Oui, bonjour. Je suis content d'intervenir après vous parce que vous avez utilisé un terme qu'on aime beaucoup, la notion un peu de raisonnement global. Et en fait, c'est ce qui nous a conduit à effectivement engager l'intérêt d'approvisionner la ressource en eau par l'infiltration, mais qu'entre deux, en fait, on utilise l'eau comme source d'énergie. Alors bien sûr, on va parler de basse température, puisque la pluie est à 12 ou 13 ou 14 degrés en fonction des passages nuageux. Et envisager la notion effectivement à la fois de traitement des eaux pluviales et d'en capter l'énergie entre deux, ça nous paraissait fondamental puisque cette vision globale, en fait, on l'a démarrée dans les années 80, après avoir passé une dizaine d'années en Afrique, où effectivement la notion de l'eau et de l'énergie vont ensemble. Et dans ces années 80, en fait, on a, avec les universités, généré des bilans entre consommation solaire, infiltration d'eau pluviale et, en fait, chauffage de ces infiltrations d'eau pluviale chauffées par des capteurs air. Mais je vais passer rapidement sur différents secteurs qui pourraient être compliqués à exposer complètement. Mais vous pouvez voir en partie basse la chaleur en fait injectée, c'est-à-dire si je prends la colonne de droite au 15 mai 82, on a stocké 76 kWh et pour stocker 76 kWh, on a consommé 4 kWh. On va passer sur un groupe scolaire réhabilité et étendu où la donnée de base était un site en zone inondable avec la Rhônelle donc, et puis ces zones inondables en bleu. Et en fait, on a dit, eh ben, monsieur le maire, vous inquiétez pas, le principe général, c'est on va rien rejeter en eau pluviale. Et donc, on est parti également sur la notion de réalimenter finalement en infiltration l'amont du terrain
par l'intermédiaire donc d'aqueducs, finalement, qui prennent l'eau au droit donc des toitures et la rejettent en amont, un terrain qui était un peu sec avec essentiellement des épineux, donc on a pu replanter des feuillus. Et le principe général a été, monsieur le maire, vous inquiétez pas, il n'y aura aucun tuyau d'eau pluviale. On va tout faire en surface, c'est-à-dire entièrement en eau. Et ayant la chance d'avoir une légère déclivité vis-à-vis donc de la topographie, en partie basse, on retrouve donc des noues dont on a parlé tout à l'heure. Et ces noues qui fonctionnent en cascade, en fait, on leur a disposé, et vous le voyez sur le schéma en bas à gauche, des échangeurs qu'on utilisait assez souvent en Afrique pour à la fois capter la chaleur solaire de l'eau, puisque finalement l'eau c'est un capteur solaire, à faible rendement certes, mais quand même rendement, et en même temps la possibilité donc de travailler sur l'inertie thermique en dessous de l'eau, quoi. Et donc on distingue ici les fonctionnements en fait d'utilisation de ces noues générales où on utilise à la fois l'alimentation de différents petits potagers et en même temps effectivement un sujet que l'on a abordé tout à l'heure et pour lequel en fait ça reste encore délicat, celui de l'utilisation effectivement des eaux pluviales au niveau des WC. Donc là on est resté prudent en fonction de nos expériences antérieures. Puisque vous savez sans doute en France les personnes âgées sont plus souples que dans les autres pays puisqu'elles sont capables effectivement de se baisser et de boire l'eau des sanitaires. Bon, c'était la petite gag à 2 balles, hein. Mais quand même, j'ai passé plus d'1 an effectivement à essayer de forcer un peu les choses pour un EHPAD d'ailleurs. Je ne vous dirai pas en fait où on a construit cet EHPAD, hein, puisque on s'est mis un peu en limite de la réglementation. Et la notion donc d'utilisation des eaux pluviales pour les sanitaires, en fait on le fait dans tous nos projets, mais on ne le dit pas, quoi. Donc je ne vous dirai pas où on a fait ces différents projets, quoi. Voilà. Alors, on va passer à l'échelle industrielle. En fait, on a eu une usine de fabrication de cosmétiques qui avait pour souci en fait la préservation explosive effectivement de l'usine, puisque vous savez que les cosmétiques c'est essentiellement de l'alcool à faible taux, et le principe a été pour ces produits inflammables donc de proposer un bâtiment en paille. Alors là aussi on a eu un peu de silence hein, quand on a proposé effectivement de le faire en paille, mais surtout on a dit bah, écoutez monsieur le directeur de l'usine, votre stockage donc qui pourrait paraître en fait un projet anodin, sans production, en fait, ne vous inquiétez pas, on va alimenter une partie de votre usine. Donc là aussi, il y a eu un petit silence. Et en fait, cette alimentation, on a été le chercher sur 2 domaines, parce qu'une usine de cette taille, en fait, utilise presque autant de chaleur que de fraîcheur. Et donc la géothermie était plus qu'indiquée. Mais en même temps, cette géothermie, il faut bien la régénérer. Et donc, on a mis en place des capteurs solaires aérovoltaïques que vous voyez donc en bas à droite. Hein. Aérovoltaïques parce que, en fait, les cellules... c'est hybride, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est ça, oui. Bah, tout simplement parce que les cellules photovoltaïques, en fait, plus elles sont ensoleillées, moins elles produisent au niveau rendement. Dommage. Ça les rafraîchit en même temps, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc il faut les rafraîchir et on s'est aperçu
qu'on gagnait 3 fois la quantité en kilowattheure thermique en les rafraîchissant. Donc on gagne sur 2 tableaux, à la fois de l'air chaud et de l'électricité. Bon, mais je vais peut-être accélérer parce que sinon je vais partir dans la technique. Et donc au niveau géothermie, comme on avait la notion de quantité relativement importante par rapport à l'usine, en fait on est descendu jusqu'au niveau admissible, on n'a pas été au-delà, hein, au niveau admissible des 200 mètres du code minier, quoi. Et on joue en fait sur tantôt le stockage, tantôt le déstockage, et en jouant sur le jour et la nuit, puisque la nuit, les capteurs solaires aérovoltaïques permettent de faire des frigories. Donc les capteurs, ils fonctionnent jour et nuit. Voilà. Alors, un schéma très rapide pour montrer en haut à droite, effectivement, la géothermie, mais que l'on va régénérer, effectivement, avec les eaux pluviales, où vous voyez à gauche de ce schéma, donc, les puits d'infiltration à 20 mètres de profondeur, de telle manière à ce que, là aussi, cette régénération... D'abord, on encourage l'infiltration sur site. Pour une usine, ça ne court pas trop les rues. Et donc, cette notion d'infiltration, à partir du moment... Et c'est toujours un peu l'argument qu'on utilise au départ, c'est de dire, monsieur le maître d'ouvrage, écoutez, en fait, on va indexer la récupération de vos eaux pluviales sur la courbe énergétique. Bon, en général, la compréhension est assez rapide, quoi. Voilà. Ensuite, je vais passer très rapidement. On est passé à une échelle, effectivement, d'un centre de formation pour apprentis, où là aussi, comme on était en bas de versant par rapport à la vallée de l'Escaut, en fait, dans le concours, c'était un point dit rouge ou dangereux, entre guillemets, et nous, on a dit bingo, on va chauffer effectivement le centre de formation avec le passage de l'eau qu'on a en partie basse, et on est parti en fondation, quoi. Pardon, j'ai été un peu vite. Autrement dit, vous voyez en bas à gauche les pieux, puisqu'on était en faible portance, dans lesquels on intervient avec de nouveau un échangeur très simple, ce sont des tuyaux d'alimentation d'eau potable en PEHD, quoi, de telle manière à ensuite transformer et valoriser. Là aussi, on a besoin de chaleur et de froid, quoi. Mais en fait, on aura de plus en plus besoin de froid avec effectivement les données climatiques. Maintenant, je vais passer très rapidement. Grosso modo, ce sont les mêmes technologies, mais à plus grande échelle, à l'échelle donc d'un quartier, où la taille intéressante entre la densité et la taille est de l'ordre entre 400 et 600 équivalents logements, nourriciers avec l'intermédiaire donc de serres qui nous servent de capteurs. C'est une démarche qui a été distinguée par l'Agence nationale de la recherche, où en fait là aussi on utilise l'eau en tant que caloportrice, mais également la terre en tant que stockage, quoi. Voilà, je vais passer rapidement quand même, parce que là le sujet est relativement... Ah oui, il y a une animation où vous voyez effectivement le stockage donc dans les bâtiments, sous les bâtiments, directement au niveau des fondations, puis ensuite de façon globale au niveau du terrain. Et puis on va passer donc en retour de ces stockages qui, dans les fondations sous le bâtiment, remontent en direct au niveau du bâtiment proprement dit, quoi. Voilà. Alors, un élément relativement important, vous parliez de votre usine et de votre personnel. En fait, quand on a à répondre à des enjeux où on a une vision globale, en fait, on s'est aperçu, stratégiquement parlant, qu'il ne fallait jamais en parler, quoi. Autrement dit, on rend service au maître d'ouvrage, mais on ne lui dit pas tout de suite, et il s'en rend compte un an ou un an et demi après, quoi. Voilà un peu comment on a pu avancer sur des bâtiments démonstrateurs, quoi.
Merci beaucoup, Monsieur Collet. Je vais me tourner dans un instant vers la salle, mais j'ai évidemment une première question qui me vient à l'esprit. Merci pour cette démonstration. Alors, on le voit, on est sur des solutions que vous auriez pu développer beaucoup plus longuement parce qu'elles sont particulièrement pointues, très techniques, très sophistiquées. Vous avez dit tout à l'heure, on fait la démonstration au maître d'ouvrage. Très rapidement, il comprend qu'on va indexer sa récupération d'eau de pluie sur sa consommation énergétique ou inversement. Et donc là, ça parle. Mais concrètement, on a envie de vous demander tout de suite ce qu'il en est du retour sur investissement, de la courbe d'amortissement de ces projets qui semblent sophistiqués, donc a priori coûteux. Oui, alors on a un surinvestissement effectivement par rapport à des situations classiques. Par contre, ces projets font actuellement l'objet de suivi de l'ADEME vis-à-vis justement donc de ces performances aussi bien énergétiques et environnementales. En fait, les premiers résultats vont sortir dans quelques mois, qui deviendront publics. En fait, on a grosso modo une possibilité de retour sur investissement de l'ordre de 5 ans. Autrement dit, donc, pour un investissement public, ce qui est... C'est à portée de main, quoi. Absolument. Oui, quoi. oui, tout à fait. Oui. Bon, simplement que peut-être à ce moment-là, je vais reprendre un peu le terme que vous avez dit. Effectivement, c'est un peu... ça peut paraître sophistiqué. En fait, c'est simple parce que si je prends les notions aéroliques dont on a parlé tout à l'heure avec les capteurs, en fait, on fonctionne en ventilation naturelle. C'est-à-dire que l'entièreté du bâtiment, la plupart du temps, fonctionne à 0 kWh. D'accord. Donc, c'est la réduction des besoins, la gestion de ces besoins, mais une réduction de simplicité et de maintenance qui fait qu'effectivement, c'est une situation qui ensuite devient pérenne, quoi. Très bien, oui, qui ne nécessite pas non plus visiblement de frais de maintenance importants. Parce que si on gagne au début et qu'on perd après, ça ne sert à rien. Tout à fait, ok. Merci beaucoup pour cette précision. Je me tourne vers vous et je me tourne vers Cassandre en particulier qui va vous proposer le micro si question il y a de votre part. À l'attention de nos intervenants, M. Radel et M. Collet qui viennent de s'exprimer. Alors, parfois on croit qu'une main s'est levée. Non, mais c'est... Ça, c'est le piège, hein, Cassandre, mais pas de problème. Monsieur Radel, pardonnez-moi, je reviens vers vous sur cet aspect qui ne nous aura pas échappé. Retour sur investissement sur les aspects immatériels, comme je disais tout à l'heure. Vous l'avez très bien démontré, mais est-ce qu'à l'origine, c'était l'objectif premier ou c'était vraiment l'économie d'eau au départ? Ou peut-être était-ce simultané de votre part? Je ne sais pas. Alors, je vais être tout à fait honnête. Je l'ai dit d'ailleurs dans la présentation, quand j'ai repris l'activité qui était en difficulté en 2015, la première des choses, c'est qu'on déploie le bilan, on regarde les dépenses. Et, quand on voit 25 000 euros de flotte, forcément, ça interpelle. Hein. Donc, moi, j'ai quand même une expérience de 30 ans en fonderie. Je ne connaissais pas ce type. Donc, après, normal ou pas normal, on se pose la question. Et effectivement, en se posant la question, on s'est rendu compte que c'était pas normal. Donc il y avait des fuites partout, il y avait un réseau qui était complètement... Donc le premier investissement d'urgence qui a été fait alors que l'entreprise venait d'être reprise à la barre du tribunal, c'était 30 000 euros d'investissement sur une conduite d'eau et une mise en circuit fermé des machines. J'ai économisé quasiment 15 000 euros la première année. Donc le retour, il est sur 2 ans, quoi. Déjà, rien que sur les 30 000 euros. Sur la deuxième installation qui est plus lourde, là, on a pour la centrifugeuse, c'est 125 000 euros ou 130 000 euros. On a eu 50% d'aide, subvention par l'agence de l'eau. Là, le retour sur investissement, il va être sur 2 ans. C'est très, très rapide. L'eau coûte cher. L'eau coûte cher. Donc, ça, c'est l'aspect financier. Et après, il y a l'aspect immatériel, comme vous le disiez justement. On ne peut pas le chiffrer. La seule chose que je vois aujourd'hui, moi, c'est que j'ai des clients que je fidélise et j'ai une moyenne d'âge de salariés de 35 ans. En fonderie, moyenne d'âge de salariés de 35 ans, vous trouverez rarement. Hein. Oui, c'est certainement un record dans votre métier, hein, probablement. Donc, j'ai des jeunes qui s'intéressent à mon métier, qui ont accepté la philosophie, les directions que j'ai données à cette entreprise et qui s'y plaisent et qui veulent continuer. Et bon, j'ai 56 ans, donc il est évident qu'un jour viendra soit la cession, soit
la prise de main vers quelqu'un d'autre. Et on est déjà en train d'en parler avec les salariés. Parce qu'on veut continuer, on veut une continuité dans ce projet. C'est vraiment un projet, une approche globale. Et on a encore plein de choses à mettre en place. Dans laquelle l'économie d'eau a trouvé complètement sa place. Monsieur Collet, je reviens vers vous encore une fois. Donc, autre forme de convergence, puisque vous avez fait converger effectivement les problématiques de l'eau avec les problématiques énergétiques. Alors, on a cru comprendre tout à l'heure d'où vous venez cette idée, mais peut-être est-ce l'occasion de nous en dire un petit peu plus? Vous avez parlé de cette expérience africaine. Est-ce que l'idée vient de là ou est-ce que vous aviez déjà réfléchi, anticipé cette convergence possible entre économie d'eau et économie énergétique? En fait, ça vient du premier choc pétrolier où, en étant étudiant, on avait compris que le monde était en train de basculer et que peu de personnes s'en rendaient compte. Et donc, en étant en école d'archi, on s'est dit, mais il faut qu'on aille là où il n'y a rien et où il faut tout faire. Et donc, parti en Afrique, dans des régions extrêmes, Mauritanie, sud-saharien, etc., quoi, on a compris, par exemple, les phénomènes pariétodynamiques que l'on utilise donc dans nos bâtiments aujourd'hui. Mais on a compris surtout, effectivement, l'importance de l'eau en tant qu'élément à la fois, bien évidemment, plus de rafraîchissement, mais en même temps, cet équilibre entre l'évapotranspiration et l'architecture, superbement utilisée dans des pays également extrêmes tels que l'Iran, dans le nord-est de l'Iran, là aussi en conditions extrêmes, où cette notion d'eau et de rafraîchissement fait partie effectivement de l'architecture par l'intermédiaire donc des tours à vent, autrement dit donc la notion d'aérolique appliquée à l'eau et à la terre. C'est le principe mais je vais m'arrêter là. Non, mais c'est passionnant justement ce lien que vous avez fait avec aussi cette, comment dirais-je, certaines notions historiques ou qui ont déjà été démontrées par ailleurs. Et puis finalement, vous étiez très en avance sur votre temps, si je puis dire, puisque vous parlez de premier choc pétrolier, c'est 1973, pour ceux qui s'en souviennent. Et puis on est vraiment complètement dans l'air du temps aujourd'hui. Vous parliez des EHPAD tout à l'heure, cette notion de refroidissement dont on dit qu'elle va devenir cruciale pour un certain nombre d'entre nous, et notamment les personnes âgées. Et évidemment, on comprend qu'il y a un intérêt à votre expérimentation. Quel est le regard? On a bien compris qu'ils étaient impliqués. Pour vous, c'est l'Agence de l'eau qui s'intéresse à vos projets. Pour vous, plus directement ou indirectement, c'est l'ADEME qui est en train d'évaluer. Mais également l'Agence de l'eau. Et l'Agence de l'eau, du coup, se retrouve concernée les deux. Également. Et avec, vous nous avez fait part en avant-première, si je puis dire, de la tendance vers les résultats qui sont très positifs. Mais par quoi cela pourrait-il se traduire dans les décennies à venir? Concrètement, qu'est-ce qui vous semble être la voie la plus prometteuse en matière de développement de ces technologies? Oui. Alors, en fait, c'était un peu la dernière vue, celle de regrouper les enseignements. À savoir qu'aujourd'hui, les enseignements sont seulement en silo, quoi. Il y a les ingénieurs d'un côté, les architectes et les urbanistes de l'autre, quoi. Il faut rassembler ça, quoi. Parce que la notion de mise en synthèse des énergies naturelles qui nous sont disponibles, on a besoin des deux, quoi. Et si l'architecte, en fait, dessine son bâtiment avec un éloignement un peu trop important sur les déplacements aéroïques à l'intérieur, je ne vais pas parler de la qualité de l'air intérieur, c'est un sujet fondamental là-dessus, quoi. Et qu'ensuite, l'ingénieur, on lui demande effectivement de mettre en place les radiateurs. Non, c'est terminé, quoi. Ça, c'est fini, quoi. Ça, c'était grand-père, quoi. Donc, demain, il faut que les architectes soient ingénieurs et les ingénieurs soient architectes. Enfin, moi, j'ai le double cursus. J'ai fait art et métier et puis ensuite j'ai fait... J'ai même cru voir dans votre présentation que vous ne vous présentez pas comme chercheur, mais comme trouveur, d'ailleurs, si j'ai bien noté. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier aussi la MEL, qui est à l'origine de l'organisation de cette table ronde, de cette succession de présentations tout aussi passionnantes les unes que les autres. Merci pour ces témoignages. Merci pour votre présence aujourd'hui, physiquement. Je sais que vous venez de loin pour certains d'entre vous. Et je vous remercie au nom de celles et ceux qui nous ont écoutés ce matin en présentiel, comme on dit maintenant, ou à distance pour ceux qui nous regardent en streaming ou qui nous regarderont lors des rediffusions
de ces présentations. Il n'y avait pas d'autres questions, Cassandre, de la salle à ce stade. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence, pour votre attention. Merci encore à l'AMEL pour cette organisation, Monsieur Desnains, vous en particulier qui vous êtes impliqué à l'occasion de cette table ronde dans la présentation initiale. Merci beaucoup. Je vous propose également quelques applaudissements à destination de nos intervenants. Merci Monsieur Collet, merci Monsieur Radel. Je vous invite pour ma part à nous retrouver à 11h30 précisément, donc dans maintenant un peu moins de 25 minutes pour parler de ressources en eau toujours et de sensibilisation des usagers. Une conférence qui est organisée par Hydreos, le pôle filière eau du Grand Est, qui est basé en Meurthe-et-Moselle, qui sera également une suite de présentations suivie d'un échange avec vous si vous êtes présents parmi nous tout à l'heure. 3, 2, 1.